on est à moitié une start-up. On a le côté start-up, c'est-à-dire en termes de liquidité, en termes de moyens financiers purs. Ça, c'est clair qu'on est une start-up. Par contre, en termes d'expérience, on n'est clairement pas une start-up. Tu prends l'expérience globale de nous 5, dans l'immobilier, on va avoisiner les 40-50 ans. On a cette expertise. On essaye d'être street smart comme une start-up, de faire au moins cher, d'avoir un impact qui est peut-être un peu plus créatif. Et aujourd'hui, je pense, la force aussi d'une équipe comme la nôtre, c'est que Gary est uniquement des sales. Donc on n'est que des vendeurs, ni des promoteurs, on n'est pas des constructeurs, on n'est pas des architectes. Uniquement s'orienter sur la transaction immobilière. D'abord Genève, après on verra où ça nous mène, j'espère que ça nous mènera super loin. Nous, c'est notre spécialité et on ne veut pas en fait se diversifier et perdre le message en fait, qu'on a aujourd'hui. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Fred et Greg, cofondateurs de la société de courtage Gary à Genève. Hello messieurs. Merci Edouard pour l'invitation. Merci Edouard. Merci à vous d'accepter de faire cet épisode avec moi. On va parler aujourd'hui, premièrement, de votre parcours rapidement, de Gary, et puis ensuite du lancement d'une société de courtage dans un marché compétitif comme le marché genevois. Donc, sujet très intéressant aujourd'hui. Peut-être commencer par vous présenter rapidement, et puis ensuite, après, on enchaîne. Alors, moi, je suis un des cofondateurs donc, de Gary, oui. Grégory Othiri, donc un sur les trois. Aujourd'hui, on est 3 administrateurs. Une dizaine d'années d'expérience dans l'immobilier, exclusivement dans le courtage genevois et légèrement le canton de Vaud, mais c'est vrai que je suis assez favorable à la spécialisation de la localisation pour le courtage. Avant ça, moi, j'ai fait une dizaine d'années dans la finance, où j'ai travaillé dans le trading de métaux précieux, dans les banques privées également. Donc, ça m'a donné l'opportunité en fait, d'avoir un panel assez large, que ce soit au niveau financier ou immobilier. En parallèle, j'ai également lancé d'autres business, toujours sur Genève, qui sont eux plus actifs dans le sport, où on a lancé également une chaîne de cycling studio, qui sont aujourd'hui basés uniquement à Genève, et on l'espère dans le futur dans d'autres villes suisses romandes. Qui sait, peut-être vers chez toi, tu pourras venir aussi nous voir, peut-être pour te remettre en forme. Donc, assez polyvalent, on fait plein de choses, on essaye d'être dynamique. Et j'ai toujours eu un esprit vraiment team player. Donc, tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait en équipe, avec des gens que j'apprécie, qui ont les skills et qui font du sens, en fait, pour avoir un mindset commun. Donc ça, c'est un peu ma philosophie, on va dire. Ok. Ça, c'est pour ma part. Et puis pour ma part, moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans l'immobilier. Avant, j'étais vraiment dans un domaine complètement à part. Toujours un petit peu baigné dedans, dans les grandes lignes, on va dire. Je faisais partie du comité technique, d'une coopérative, d'où justement l'intérêt de l'immobilier a commencé à grandir. Mmh. Et suite à un accident de travail, là, du coup, je me suis complètement réorienté. Puis ne pas faire comme tout le monde. J'ai préféré me former, faire les choses correctement, puis petit à petit. Puis aujourd'hui, je confonde avec Grégory puis Steven et 2 autres qui sont aussi dans notre équipe. Et on a la chance justement de créer Gary, une société vraiment exclusivement spécialisée dans le courtage. Ok, d'accord. Vous êtes combien aujourd'hui, du coup ? Aujourd'hui, on est 3 associés sur une équipe de 5. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous complémentaires. Donc, on est 4 vendeurs, donc 4 sales purs, et une personne qui est dédiée uniquement à toute l'image, au marketing, et une partie administrative également. Et ça, en fait, qui nous donne la possibilité de faire notre job purement immobilier, donc de sales, d'avoir des biens en vente, de continuer à parler avec les clients, et de ne pas galvauder, en fait, tout le côté marketing, de présentation. On fait énormément de contenu vidéo, on fait énormément de publications aussi. Et c'est clair que si on n'avait pas cette équipe complète, on n'aurait pas la latitude, en fait, de faire tout ça. Ouais. Ok, magnifique. Fred, tu as parlé de formation. Moi, je dois dire que le marché immobilier genevois, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai été assez surpris parce que récemment, j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas seulement de courtiers à Genève, et je trouve que c'est certes un marché très compétitif, mais
pas à 100% extrêmement professionnel. Je ne sais pas ce que c'est votre avis par rapport à ça. Sur Enfin, après, c'est la même chose pour tout le domaine du courtage. Peu importe où en Suisse romande, c'est vrai que vu que c'est pas un métier protégé, eh bien voilà, n'importe qui peut le faire. Mais je trouvais qu'à Genève, c'était particulièrement marqué, quoi. Ok. Bah, en tout cas, pour moi, ça fait du sens de se former, de savoir de quoi on parle, ce qui permet aussi de rassurer le client qu'on a en face. Ouais. Optimiser certainement aussi, l'aider sur pas mal de points. Après, oui, je sais pas vraiment comment t'expliquer ça. La grosse problématique, en fait, et je pense que ça, c'est pas juste Genève, c'est le fait que aujourd'hui, on est dans un milieu qui n'est pas réglementé. Mm-hmm. N'importe qui peut se réveiller un matin et devenir agent immobilier. Nous, ça nous peine beaucoup parce qu'on s'est formé dans ce métier-là. On en apprend tous les jours. Même après plus de 10 ans d'expérience, j'en apprends encore. Et je trouve ça vraiment dommage, en fait, qu'on n'ait pas au moins un minimum de suivi pour la pratique d'un métier comme celui-là. Surtout qu'on a l'impression que c'est très simple. On va prendre des photos, on va la mettre en ligne, on va faire des visites, on va rencontrer des gens, ça va être super et on va faire le deal. C'est pas ça, en fait, le métier de courtier. Ça, c'est 5% du job. Nous, on est là pour accompagner le client, on est là pour lui faire comprendre les risques qu'il pourrait prendre ou pas, les options qu'il a, comment il pourrait optimiser, que ce soit au niveau fiscal, au niveau de son investissement, au niveau de ses travaux. Et le problème, c'est que quand on a quelqu'un en face qui n'est pas formé, il ne peut pas conseiller le client de cette manière-là. Et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui commencent un peu la fleur au fusil et se disent, voilà, ok, je vais devenir courtier. Un peu plus complexe que ça. Ouais. Et ça, nous, on en pâtit un petit peu parce que je pense qu'on est des personnes qui avons prouvé maintenant qu'on fait du sens dans ce métier-là. Et du coup, on doit passer aussi par cette case un petit peu des fois avec certains propriétaires qui ne sont pas habitués à faire des transactions tous les jours. De se dire, voilà, non, on n'est pas le petit courtier de quartier ou juste parce qu'on est son voisin qu'on va lui vendre sa maison. Non, voilà, nous, on connaît notre métier, on sait comment vous accompagner, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et on va mettre notre expertise pour vous. Donc on s'accroche et on trouve les meilleures manières de communiquer avec les clients, en fait, à ce niveau-là. Mais je me dis, vu que le prix des transactions est quand même relativement élevé, ça veut dire que quand même le commissionnement de manière générale est quand même supérieur à une région comme le Valais, par exemple. Ça dépend où tu es au Valais. Ça dépend où tu es. Justement, j'allais y venir. Je l'associe un petit peu au marché des résidences secondaires, qui est un marché que je connais assez bien. Et la grosse problématique qu'on avait dans le courtage en résidence secondaire, à mon sens, c'est que vu qu'il y a des transactions qui sont importantes, qui peuvent être importantes, ça dépend des stations, évidemment. Donc la concurrence est féroce, hein, typiquement Cran, typiquement Verbier, c'est très fermé, très féroce. Il y a beaucoup de concurrence. Et par contre, il y a énormément de personnes qui se disent « Ah ben tiens, je vais profiter, vu que je suis là, j'habite là-bas, je connais un peu des gens, des jardiniers ou bien des concierges d'immeubles souvent, qui se disent « Allez, je vais vite mettre en relation à deux personnes chaque pouf, puis je prends une com au milieu. » Et ça, je trouve que c'est le plus compliqué. Et je me dis, à Genève, c'est obligé que ça arrive, ça. Ce genre de choses. Oui, mais la plupart des acteurs comme ça, ils font pas long. Logiquement, ils font quelques années, puis après, voilà, ils sont de toute façon grillés par leur côté professionnel. Ouais. Ah, mais c'est une source infinie, ce genre de personnes. Ouais, là où il y a de l'argent, il y a toujours des tu peux dire des gratteurs. Des gratteurs, voilà, exact. Faut mettre des mots dessus. Voilà. On doit composer avec tout ça. On doit composer. Aujourd'hui, nous, on sait avec qui on collabore et qui on collabore pas. Comme a très bien dit Fred, c'est au bout de quelques années, tu te rends assez vite compte de qui est là vraiment pour rester et qui est là de passage comme une fusée qui traverse le ciel. Mm-hmm. C'est un peu comme ça, moi, que je les vois. Hein. Très bien décrit. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on a plein de personnes super à Genève avec qui on collabore, mais de manière hebdomadaire. Je dirais pas jusqu'à quotidienne, mais hebdomadaire. Et c'est des gens avec qui je peux travailler les yeux fermés. Et ça se construit. Une confiance, ça se gagne aussi. Et c'est des gens qui sont là depuis longtemps. C'est pas pour autant, je suis désolé du terme, mais je fais pas le vieux con qui est là, qui est accroché à son héritage immobilier genevois. C'est pas du tout ça. Mais c'est juste de s'accrocher
à des éléments qui font du sens en fait dans un marché aujourd'hui qui est, comme tu l'as dit, ultra compétitif, très dynamique, qui part un peu dans tous les sens, qui n'est pas réglementé en plus. Ouais. Donc si en plus on ne met pas de cadre avec qui nous on travaille, ça devient vraiment très compliqué à travailler au jour le jour. Ouais, clairement. Ouais. Et comment c'est alors du coup de se lancer dans un marché comme celui-là aujourd'hui? Ça se passe bien? Ça va? Ouais, c'est challenge. C'est challenge parce que nous, on a une envie énorme de bien faire. Ouais. On a en face des très gros acteurs. On a des entreprises qui n'ont pas tous les mêmes moyens non plus, pas toute la même visibilité. Donc, nous, on se voit un peu comme une start-up, c'est-à-dire qu'on connaît très bien, en fait, on est à moitié une start-up, parce qu'en fait, on a le côté start-up, c'est-à-dire en termes de liquidité, en termes de moyens financiers purs, ça c'est clair qu'on est une start-up. Par contre, en termes d'expérience, on n'est clairement pas une start-up, parce que si tu prends l'expérience globale de nous 5, dans l'immobilier, on va avoisiner les 40-50 ans. Ouais. Donc, voilà. Sur Genève en plus, très micro-situationnel. Ouais, sur Genève. Et du coup, on a cette expertise. Donc, c'est pour ça qu'on est entre les deux. Donc, on essaye d'être street smart comme une startup. Donc, de faire au moins cher, d'avoir un impact qui est peut-être un peu plus créatif. On est obligé des fois de réfléchir peut-être un peu plus que les autres pour qu'on nous voit. On doit s'accrocher peut-être un peu plus fort que les autres aussi. On doit donner un peu plus. On va faire cet extra mile aussi que peut-être d'autres n'ont pas besoin ou ont plus l'envie de le faire. En espérant un jour pouvoir régater aussi avec des concurrents qui sont plus gros et plus présents. Donc, et aujourd'hui, je pense la force aussi d'une équipe comme la nôtre, c'est que c'est assez rare d'avoir une équipe purement sales, parce que Gary est uniquement des sales. Donc, on n'est que des vendeurs. On n'est ni des promoteurs, on n'est pas des constructeurs, on n'est pas des architectes. Nous, on va uniquement s'orienter sur la transaction immobilière. D'abord Genève, après on verra où ça nous mène. J'espère que ça nous mènera super loin. Et que le prochain podcast, on le fera peut-être à New York, je ne sais pas. mais voilà, nous, c'est notre spécialité. Et on ne veut pas, en fait, se diversifier et perdre le message, en fait, qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment l'axe dans lequel on est en train d'aller avec Gary. Et le fait aussi d'avoir une équipe de courtage avec les courtiers qui sont tous associés. Donc, le collègue est plus un concurrent. Au contraire, ça devient une force. On va rien se cacher. On va tout partager. Et nous, notre but final, c'est de faire le deal. Qu'une personne ou une autre le fasse, ça ne changera absolument rien. Le but, c'est qu'on fasse un volume d'affaires qui est plus grand, qu'on puisse grandir un business et qu'on puisse, en fait, s'étendre le plus rapidement possible. Donc ça, c'est notre vision, en fait, aujourd'hui pour Gary. Ok, d'accord. Et c'est quoi votre vision sur le marché immobilier genevois? Cette fois, si on rentre plus dans le concret de l'immobilier, comment il se porte le marché genevois suite à l'augmentation des taux, suite aux incertitudes qu'on confronte aujourd'hui? On en est où là? Il y a encore des transactions? Il y a encore des transactions qui se font. Sur le moment, oui, quand il y a eu cette hausse des taux, on va dire que ça fait un petit tri par rapport aux acquéreurs, les mauvais habitués, on va dire, des taux hyper bas. Par la suite, on a vu que, de toute façon, on parle de taux bas, on parle de taux hauts actuellement, mais historiquement, on reste assez bas quand même. Mais non, moi, je pense que c'est le temps que les clients s'habituent. Tout simplement, c'est qu'ils prennent conscience que, voilà, disons qu'on a des clients qui sont des personnes qui font les visites avec nous, la plupart, maintenant, ils sont beaucoup plus... c'est les personnes qui veulent devenir propriétaires. Et ils font plus ce calcul de qu'est-ce qui est le plus avantageux, locataire, propriétaire. Donc, c'est vraiment des personnes qui souhaitent vraiment devenir propriétaires, donc réaliser leur rêve quelque part, d'avoir leur propre bien. Bon, d'ailleurs, dans ce calcul locataire-propriétaire, j'ai toujours trouvé qu'il était faux. Hein. Il est très discutable ce calcul parce que ça prend pas tout en compte. Hein. Avec les chiffres, on peut faire toujours un peu ce qu'on veut. Exactement. Ouais. Nous, on s'arrête pas là-dessus. Et je pense que le marché à Genève, il se porte très bien. Et je pense que le marché suisse, en globalité, se porte bien. Tout le monde a crié au loup quand on a eu la hausse des taux. Effectivement, ça a secoué un petit peu le marché. Ça a fait transpirer, je pense, quelques personnes aussi. C'est normal. Moi, ce que je vois, c'est qu'un canton comme Genève, il y a une croissance démographique qui est là. On a de la population qui grandit. On a un besoin de logement. On a des taux qui ont augmenté, certes, mais qui se sont légèrement rétractés aussi.
On est plutôt sur une stabilité plutôt que d'une phase de croissance encore au niveau des taux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est passé par une phase enchantée qui était le Covid. On a eu 2-3 ans qui étaient... c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'immobilier, une flambée des prix comme celle-là. Donc, c'est normal qu'on a eu énormément de transactions à des prix qui étaient très élevés. Donc, c'est normal que derrière, ça s'essouffle un peu, qu'il y a un petit peu faut respirer aussi un petit peu, je pense. Et puis que le marché reprenne tranquillement. Moi, je vois pas du tout un effondrement des prix. Pas du tout. Je vois pas les taux arriver à des niveaux beaucoup, beaucoup plus hauts qu'on est aujourd'hui. Je suis assez serein, en tout cas, sur le marché immobilier. Genevois, Suisse. Ouais. Sincèrement. Ouais. D'ailleurs, les taux ont rebaissé un peu. Bah oui. Là, nous, on voit des clients qui, aujourd'hui, sont dans des taux à 2,3, 2,4, fixes sur 10 ans. Effectivement, on a fait un petit passage qui flirtait les 3% dernièrement. On est redescendu un petit peu. Après, ça dépend de la qualité du dossier, ça dépend de la qualité du client. Et comme très bien dit Fred, historiquement, sortir un taux sur 10 ans à 2,4%, c'est fou. Moi, mon premier deal, je l'ai fait il y a un peu plus d'une dizaine d'années. J'avais bloqué un taux à 2,6%. J'étais comme un fou. J'étais tellement content. J'ai dit à tout le monde, mais tu te rends compte, j'ai bloqué à 2,6%. C'était des choses qui ont, déjà à l'époque, c'était très bas. Ouais. Juste qu'on se souvient souvent des bons moments, mais rarement des mauvais. Ouais, c'est clair. Donc, faut prendre un petit peu la latitude de tout ça. Et puis, encore une fois, nous, on est dans le marché résidentiel. Ouais. Les gens achètent pour y habiter la plupart du temps. Ils n'achètent pas pour revendre l'année d'après ou dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est du long terme, c'est souvent acheté pour 15, 20 ans. Le turnover, je crois, à Genève, on est sur 10 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais. Des propriétés. Donc, effectivement, le prix de l'immobilier peut fluctuer. Mais en tout cas, de ma petite expérience et petite vie, je ne suis pas si vieux, je ne me rappelle pas en tout cas un marché immobilier qui, sur 20 ou 25 ans, quelqu'un avait vraiment perdu réellement de l'argent sur un bien immobilier suisse. Ah bah non, ça n'existe pas. Il n'y a aucun propriétaire en Suisse qui regrette d'avoir acheté l'immobilier il y a 20 ans. Et voilà, c'est ça. Aucun. Ça n'existe pas. En tout cas, j'en ai pas encore vu. Non. Clair. En tout cas, pas à Genève. C'est hallucinant la montée des prix à Genève. Et je me dis, quelle est la limite en fait? Je me dis, est-ce qu'il y a une limite même? Parce que il y a des transactions quand même. Et c'est quoi votre avis d'ailleurs par rapport à ça? Parce que c'est très compliqué de parler de luxe en Suisse. Parce que le luxe à Genève, c'est quoi le luxe? C'est pas le luxe valaisan. C'est clair. À Aigle, c'est pas le même luxe qu'à Genève. Ouais. Et je me dis, à partir du moment où, la maison normale, individuelle, elle est à 3 millions, qui est pas luxueuse forcément, qui achète ça, quoi? Parce qu'il y a quand même un calcul de revenus qui est très conséquent à avoir. Qui est énorme, ouais. Où tu dois avoir un revenu de conseiller fédéral, quoi. Facile. Ouais, ou plus. Ou plus. Assez souvent plus, ouais. Assez souvent plus. C'est le marché qui veut ça. Effectivement, en fait, c'est assez dur pour le Genevois qui a un salaire normal pour accéder à la propriété. Ouais. Parce que du coup, forcément, pour acheter une maison à 3 millions, comme tu dis, il faut un salaire de conseiller fédéral. Ouais. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on profite aussi de tous ces gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent s'installer, qui viennent travailler à Genève, qui ont des gros revenus et qui investissent dans ces propriétés-là. La maison individuelle à 3 millions, effectivement, c'est pas du luxe à Genève. C'est fou, je pense, au niveau mondial de dire ça. C'est pas du tout de la prétention, de l'arrogance du fait que Genève, c'est génial. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une maison individuelle à 3 millions, c'est un bien qui est, entre guillemets, standard. Normal. Après, le luxe, moi, je pense qu'il y a 2 aspects du luxe. Il y a le luxe qui est... en fait, pour moi, c'est un objet qui sort du marché d'un certain quartier. Comme tu l'as très bien dit, le luxe à Aigle, c'est pas le même qu'à Genève. Ouais. À Genève, tu as la même chose. Si tu vas dans une région qui va être un petit peu moins cotée de Genève, tu as une maison qui est là, qui va valoir, on a eu le cas dernièrement, 3 millions. Bah, peut-être tu es dans un quartier au fait où ces propriétés-là, il n'y a aucune propriété à 3 millions, il n'y a pas de marché à 3 millions. Ouais. Et du coup, là, ça devient du luxe. Par contre, prendre une maison comme celle-là et la mettre sur le coteau de Colonie, bon, à 3 millions, ça n'existe pas. Voilà. Mais parce qu'il n'y a rien en dessous de 8. Tu peux trouver un joli appartement, peut-être.
Mais du coup, ça va devenir plutôt standard et le luxe va commencer sur des gammes plus élevées. Et le vrai luxe, après, on prend l'exemple de Colony, est-ce que le luxe, c'est d'avoir la plus belle vue ou d'avoir le plus grand terrain ou d'avoir des robinets en or ou, C'est subjectif. Ouais. Le luxe, c'est le terrain à Genève. C'est le terrain à Genève. Pas forcément. Pas le terrain, ça peut être les mètres carrés habitables. On a fait des très très belles transactions aussi de très gros appartements. Ouais. C'est ça aussi le luxe. Le luxe, c'est d'avoir tout de plein pied, par exemple. De ne pas avoir d'escalier chez soi. Le luxe, c'est de ne pas se mouiller quand il pleut pour rentrer chez toi. C'est un luxe aussi, hein, mine de rien. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vu des objets de luxe dans des quartiers qui n'étaient pas du tout luxueux. Ah ouais. Et ça se vend, ça? C'est plus compliqué. Hein. Il faut être un peu smart dans ta manière d'approcher. On a eu le cas, justement, en campagne genevoise. Une maison, 3,2 millions où il n'y a pas du tout de clientèle pour ça. Ouais. En fait, où les maisons se vendent entre 1,7 million et 2 millions. Okay. Qu'est-ce que tu fais là pour aller chercher le client à 3 millions, c'est compliqué. Alors là, du coup, on est arrivé, on a découpé la maison. Okay. En fait, on en a fait un appartement et une maison plus petite de l'autre côté. Du coup, on a baissé les prix et comme ça, on a rendu le bien liquide et vendable. Il faut s'adapter aussi au marché auquel tu t'adresses. Donc, mais ouais, le luxe, ça, on peut en parler longtemps. Ouais, complètement. Hein. C'est magnifique. Moi, je trouve extraordinaire. Et j'avais analysé une région un peu qui s'appelle Chêne-Bougerie, que vous devez bien connaître, qui est aussi assez huppée, hein, j'ai l'impression. Très coté, ouais. Avec un appartement PP standard. Ça, c'est document de Sifi, hein, analyse de Sifi que j'avais analysé moi-même. Appartement PP standard à Chêne-Bougerie, 1,7 million. Mais purée, ça va? C'est abordable. Mais je te dis, appartement PP standard, normal, ça veut dire genre la moyenne des appartements, c'est 1,7 million. Ouais. C'est quand même beaucoup, quoi. C'est-à-dire, si tu prends en compte les studios, les 2,5, il doit y avoir peu de studios chez nous. Il y en a. Mais un studio, là, on vient parce que nous, avec Gary, on fait tout. Hein. On part. C'est ça qui est bien aussi d'avoir une équipe qui est polyvalente. On peut s'occuper du studio du 2 pièces jusqu'au pied dans l'eau ou du château, genre de choses. Mais le studio, entre guillemets, standard au centre-ville à Genève, ça va être entre 400 et 600 000 francs, déjà. Ouais. Donc, ouais. 400 000, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. 400 000, c'est très rare. Rare. On est plus entre 5 et 600. Ouais. Mais voilà, des fois, ça se trouve, des petites choses. Mais ça, c'est déjà le studio. Donc, effectivement, si tu prends un appartement standard de 4-5 pièces dans Chêne-Bougerie ou Champel, ouais, 1,7 million, je pense que c'est pas loin de la réalité. Hein. Du coup, la clientèle pour le vraiment très haut de gamme, on a parlé un petit peu de l'influence des taux d'intérêt là avant. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu aux résidences secondaires, de nouveau, c'est pas un marché similaire à Genève, mais c'est un peu une clientèle spécifique. Les taux d'intérêt ont très peu d'impact sur le marché des résidences secondaires, simplement parce que c'est des gens qui ont de l'argent. Et c'est en général quelqu'un qui achète une résidence secondaire en Suisse, c'est qu'il a un peu d'argent. Et le 95% du temps, il est propriétaire de sa résidence principale. Parce que en général, le premier truc qu'on achète, c'est pas une résidence secondaire à la montagne, quoi. Et du coup, s'il faut mettre plus de cash, ils mettent plus de cash. Et donc, les taux d'intérêt, c'est un peu égal, quoi. Disons que c'est plutôt un avantage fiscal que autre chose. Ouais, c'est ça. C'est plutôt annexe. Quelqu'un qui va investir dans une grosse propriété, souvent, on dit on a un gap à partir des 15-20 millions. Où là, la clientèle commence à changer. Et là, souvent, la latitude déjà de pouvoir investir de manière complète. Donc, elle peut l'acheter cash, concrètement. Quand je dis cash, je dis elle peut la financer seule. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais et après, voilà, comme tu le disais, c'est s'il y a un intérêt fiscal, la personne va monter un financement, va optimiser fiscalement, ce genre de choses. Là, dans cette tranche du marché, le client, il va regarder d'autres aspects. Il va pas regarder les taux hypothécaires. Il va regarder l'état du marché, l'état du pays, c'est ça. la politique interne du pays, la politique fiscale du pays. Il va regarder ce genre de choses. En fait. Et c'est surtout ça qui va influencer le marché du luxe. On l'a vu pendant le Covid. Il y a eu des transactions qui... Normalement, il y a eu plusieurs transactions au-dessus de 50 millions, par exemple. Ouais. À Genève, normalement, tu en as une tous les 5 ans. Là, il y en a eu plusieurs dans la même année. Pourquoi ? Alors, est-ce que c'est parce que la politique par rapport au Covid en Suisse était plus laxiste que les autres ? On avait plus de solidité. C'est des suppositions, hein, bien sûr. Plus de solidité au niveau de la santé. On avait une stabilité politique qui était peut-être plus intéressante. Le franc suisse peut-être était plus une valeur refuge que l'euro ou le dollar.
il y a tous ces aspects-là peut-être qui ont favorisé en fait la montée du luxe ces dernières années sur Genève et sur la Suisse en fait. Ouais. En fait. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis. Et j'ai fait quelques vidéos dans des propriétés plus ou moins incroyables dans plusieurs stations de ski en Valais, dont Ninda où il y en avait eu 2-3. Et j'ai demandé à chaque fois à ces propriétaires, mais pourquoi vous investissez autant dans une station comme Ninda, quoi? C'est pas Verbier, c'est pas Cran, c'est pas Zermatt. Et leur réponse, c'était c'est exactement ça. J'ai analysé déjà pourquoi la Suisse déjà, puisque la station de ski. Et ensuite, j'ai fait un tableau Excel. J'ai mis des critères, l'enneigement, les pistes de ski, l'économie globale de la commune, comment elle se porte, où est-ce qu'elle va, le potentiel de développement. Le pays, les politiques, etc. Et j'ai mis des points, j'ai fait des croix, et au final, je suis arrivé sur OK, Ninda, c'est la meilleure station, OK, Verbier, c'est la meilleure station, et ils investissent là-dedans. C'est très très cartésien comme méthodologie. C'est exactement, tu as tout compris. Un peu d'émotionnel mais je pense que ça répond à ta question tout à l'heure de quand ça va s'arrêter, cette augmentation des prix. Je pense que c'est tous ces points-là, le jour où il s'écroule, disons que tout est lié, quoi. Ouais. C'est l'attractivité du pays. Ouais, complètement. On me pose souvent la question aussi sur les zones de développement à Genève. Est-ce que, parce que ça paraît toujours être des super deals, est-ce que c'est toujours des super deals ou pas? Moi, je pense. C'est un bon moyen, en tout cas, pour accéder déjà à la propriété à Genève. Ouais. Du coup, ça plafonne les prix d'achat pour les clients. Ça reste des très bons deals. Après, il faut faire la part des choses. C'est clair que acheter un appartement à 7 000 francs du mètre, aujourd'hui à Genève, hors zone de développement, ça n'existe pas vraiment. Souvent, ce que les gens ne prennent pas en compte, c'est aussi ce qu'il va falloir rajouter quand même là-dedans. Je ne parle même pas des frais annexes ou administratifs. Je parle souvent qu'aujourd'hui, on achète un 5 pièces, on va le payer, il fait 100 mètres carrés, on va le payer 700 000, 750 000 francs. Les zones de développement, donc elles sont là pour aider à acquérir ce genre de surface. Le truc, c'est que souvent, on veut des finitions qui sont quand même un peu mieux. Et les clients n'ont pas forcément la vision de ce que ça va leur coûter derrière. Donc, c'est vrai qu'on peut accéder facilement. Mais après, il faut prendre en compte qu'il faut quand même prévoir une enveloppe derrière pour améliorer peut-être les matériaux de sol, améliorer la cuisine, améliorer les salles de bain. Ouais. Et du coup, ça fait augmenter quand même légèrement le prix d'acquisition. Okay. Ça reste par contre quand même à terme, ça reste toujours des très bons investissements. Il n'y en a pas assez aujourd'hui, forcément. On voit, aujourd'hui, c'est limite, c'est de la vente sur liste d'attente. Ouais. Il n'y a même pas forcément de commercialisation. C'est dingue ça. Mais bien sûr. Il n'y a pas des critères pour pouvoir acheter Alors oui, on doit pas être propriétaire. Ça doit être, okay. Normalement, c'est que des primo-accédants. Ok. J'ai bien dit normalement. C'est que des primo-accédants et on doit l'utiliser en résidence principale si on est résident de Genevois. Ok. On peut le mettre en location dans le cas où on devrait quitter le canton. Il faut que ça soit justifié. Voilà, exactement. Ou autrement, qu'il y ait vraiment un gros problème familial ou quelque chose comme ça, qui oblige la personne à le mettre en location pour habiter autre part. Ok. Mais en temps normal, on doit y vivre et c'est bloqué pendant 10 ans. Donc que ça soit autant à la location qu'à la revente. Donc si on le revend dans les 10 ans, on devra le revendre au prix d'acquisition. On pourra rajouter les plus-values, ce genre de choses. Mais on ne pourra pas faire de plus-value dessus. Ok. Et par contre, nous, on a beaucoup d'appartements qui sortent de zones de développement. Et du coup, les gens nous contactent. Et on s'occupe d'énormément d'appartements qui sortent de zones de développement et qui sont remis sur le marché à la sortie de cette zone. Et là, on voit que les gens font quand même des très très belles plus-values à terme. J'imagine. Ça veut dire donc à la fin des 10 ans. Ouais, absolument. Ok. Ouais. Parce qu'après 10 ans, un immeuble, c'est ce que je dis toujours, l'immeuble, il est assez vieux pour, entre guillemets, voir les vrais problèmes. Il a déjà vécu, mais il n'est pas assez vieux pour avoir de vrais problèmes de vieil immeuble. Donc, c'est un bon entre-deux. Donc, c'est des bons achats aussi pour quelqu'un qui cherche un appartement. Ouais. Et puis, souvent, les gens qui ont acheté ça et qui l'ont gardé pendant 10 ans, ils veulent peut-être cash out et puis passer à autre chose. Ok. D'accord. Alors, autant les zones de développement, j'arrive à comprendre, c'est intéressant pour le primo-accédant qui achètera le bien immobilier. Mais bon, compliqué d'y accéder, mais s'il peut y accéder, tant mieux. C'est intéressant pour le promoteur aussi,
Mais par contre, c'est quand même vachement handicapant pour le propriétaire foncier de base. Que la politique genevoise là-dessus, elle est quand même assez contraignante. Disons que ça plafonne son prix de transaction à lui. Bah, c'est sûr. Et puis lui, il le choisit pas. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un article là, non, récemment, de quelqu'un qui justement avait acheté une maison, mais bon, qui était en zone de développement, et il a voulu revendre quelques années plus tard, mais en gros, le prix de revente qu'il voulait vendre. Ça me fait plaisir que tu parles de ça. C'était Ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est un très bon exemple, typiquement, du courtier qui fait pas son job. Ouais, voilà. Complètement. Même le notaire, là, en l'occurrence. Normalement, le notaire, le courtier, c'est la première chose qu'on devrait dire. C'est une zone de développement. L'État pourrait activer son droit de préemption sur sa parcelle le jour où il voudrait revendre. Et il pourrait se retrouver dans la situation où il est plafonné au prix de revente derrière. Ouais. Et malheureusement, il y a des courtiers, a priori des notaires, parce que s'ils ont réussi à signer une affaire comme celle-là, le notaire aussi, qui mettent pas en garde l'acquéreur. Ouais, il y a clairement un manque d'information là. Absolument. Quand il l'achète. Ouais. Parce que quand il l'a acheté, il savait que potentiellement plus tard, il aurait dû le savoir. Il aurait dû le savoir. Est-ce qu'il a été mis au courant? Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est très handicapant pour les gens qui ont, je sais pas, on prend toute la zone, par exemple, une zone qui était assez virulente là-dedans, c'était toute la zone de Cointrin, pas loin de l'aéroport, qui a été passée en zone de développement, où ils avaient fait tous opposition, ils avaient fait des associations ensemble, ils avaient mis plein de choses en place. J'ai plus vraiment suivi, mais j'ai l'impression qu'ils avaient quand même eu gain de cause à la fin. Où c'est des gens qui avaient des propriétés, des maisons individuelles ou mitoyennes depuis 30 ans. Vraiment, c'était la maison de famille. Et tout d'un coup, ça devient une zone de développement et on est plafonné avec le prix. Alors que tout Genève, en fait, est en train de profiter de la montée des prix. C'est génial. On peut faire augmenter le patrimoine familial et tout ça. Ben, vous, non. Ouais, mais ça, c'est de l'expropriation, ça. Ouais, c'est de l'expropriation déguisée. Ouais. Entre guillemets. Ouais. Ah bah, c'est... non, mais moi je trouve que c'est assez violent. C'est assez violent. Je trouve c'est exactement comme dans ton terrain à bâtir qui sort dans un bâtir que t'as rien demandé à personne, quoi. Bah c'est comme si demain les CFF t'appelaient et on va dire voilà, il y a un train qui passe dans ton jardin, nous on va t'acheter le terrain et c'est ce prix-là. Ouais. C'est un peu pareil, sauf que là on attend que tu le vendes. Ouais, mais bon. C'est ça. Après, tu le vends jamais, quoi. Après, il y a des manières pour les propriétaires. Ouais. Ceux qui, en fait, le problème des personnes qui ont des propriétés en zone de développement, c'est ceux qui doivent vendre. Ça, c'est un problème. Par contre, le propriétaire qui, lui, a le temps et qui voit les choses venir et qui dit « Ok, on verra dans 5 ans, dans 7 ans », et puis qui commence les discussions avec les promoteurs et puis qu'il commence à trouver des terrains d'entente et puis souvent, il peut s'en sortir en prenant part à la promotion, à tout ça, et puis peut-être investir dans certains appartements. Parce que, alors moi, je ne suis pas non plus l'expert des zones de développement, mais il me semble qu'il y a des manières pour les propriétaires de rentrer dans ces promotions-là pour avoir un accès privilégié, avoir des appartements, ou même dans d'autres zones de développement, en compensation. Donc, il y a des manières de compenser quand même. Donc, on n'est pas sur de l'expropriation pure. Ça, c'est au cas où le département m'écoute. mais en fait, faut que le propriétaire soit bien informé et qu'il soit bien accompagné aussi. En fait, c'est ça. Complètement. Nous, on accompagne plein de propriétaires de terrain. En fait, on voit avec notre axe de communication qui est Gary, c'est uniquement de la transaction. Quand on a un propriétaire terrien qui a un terrain qui est constructible en zone de dev ou pas, et qui nous dit voilà, moi je veux vendre, j'ai tel et tel promoteur qui m'a approché, j'ai aussi un constructeur, je sais pas trop, je comprends pas bien. Au moins, nous, on arrive avec un côté objectif de dire nous, on veut pas vous acheter le terrain. Nous, on va rien vous promettre. Ce qu'on peut vous faire, par contre, c'est vous accompagner dans tout ce process qui, je pense, pour vous, est un peu flou et voir un peu toutes les options que vous avez sur la table, voir tous les participants qui ferait du sens aussi à faire venir. On étudie aussi un plan financier avec eux. On met tout en place pour qu'en fait, ils puissent prendre la meilleure décision possible. Aujourd'hui, c'est ça. Le client, il a besoin d'être informé. Et nous, on l'informe. Le bon courtier, il informe. Parce que le bon courtier, il sait comment informer. Alors, pas de bon ou de mauvais courtier, vraiment. Mais... bon courtier, il vend. Un mot quand même sur la pénurie de logement à Genève, important. Que c'est quand même la pénurie quoi? C'est quand même le canton le plus touché ou un des plus touchés, peut-être avec Zurich et Zug, sur la pénurie de logement. J'ai vu récemment un truc qui m'a fait assez marrer quand même. C'était, qui m'a fait assez marrer, que je trouvais assez particulier.
C'était un arbre qui a été abattu à la Servette. À la Servette, ouais. Ouais. Et pour y construire 45 logements quand même, c'est pas rien, ouais. À Genève. J'ai vu cette vidéo du Léman Bleu, je sais pas si vous avez vu passer ça, où justement il filme le moment de l'abattage de l'arbre, du cèdre, de la Servette. Et il y a cette communauté, là, ce comité anti-abattage d'arbres qui est là et qui insulte le bûcheron qui est en train de couper l'arbre. Tout simplement son travail. J'ai trouvé ça assez particulier. Et voilà, je pense que avec notamment, mais quand même un soutien assez important, je trouve, des politiques, alors que je me dis quand même dans un canton comme Genève, là où les prix sont si hauts, là où la demande est si importante, là où on a besoin de construire, je trouve quand même vachement surprenant d'en arriver à un stade pareil. Clairement. Ouais. Après, je vais me mettre personne à dos, mais... Tu vas te mettre Non, mais là, c'est... Non, mais je ne demande pas de prendre un parti. Hein. Moi, je dis juste que je trouve ça extrêmement particulier, cet épisode. Genève, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Genève a une typologie qui est assez spéciale. Hein. On a quand même le lac qui est en plein milieu de chez nous. Ouais. En termes de mobilité, c'est quand même très compliqué. Moi, depuis que je suis né, j'entends cette traversée de la rade qui devrait arriver dans 100 ans. Dans 100 ans. On n'a pas de contournement, on n'a rien. De rentrer dans la ville, c'est très compliqué. Ça devient de plus en plus serré, on est de plus en plus nombreux. Bah oui. Et c'est pas... et on est entouré par la France. Donc au bout d'un moment, on a nos frontières, on a nos montagnes, et on a le lac. Donc au bout d'un moment, il faut jongler un petit peu. Et en fait, je pense qu'il y a une volonté de densifier, il y a une volonté de trouver une manière de construire du logement. Mais je peux comprendre aussi la difficulté du fait que densifier pour densifier, ça ne sert pas. On l'a vu dans la zone 5 à Genève, juste avant le moratoire et au moment du moratoire. Il y a toutes ces zones villas où ils avaient ouvert les vannes pour faire du 48%. Il y a beaucoup de logements qui ont été construits. Mais le truc, c'est qu'ils ne prenaient pas en compte la mobilité, les accès, les transports, les écoles, enfin tout ce qui était vraiment toutes les commodités autour. Et c'est vrai que ça a flingué un petit peu certaines communes, même des belles communes genevoises. Hein. Enfin, il n'y en a pas de moches, mais des beaux chemins, des choses qui étaient résidentielles à l'époque où ils ont chargé. Et c'est pour ça qu'il y a eu le moratoire, au final. Parce qu'ils se sont dit, OK, il faut qu'on coupe là, il faut qu'on tire la prise. Et donc je pense que être à l'urbanisme à Genève, c'est pas évident. Parce qu'on doit composer aussi avec pas mal de... Il y a pas mal de politiques vertes, donc on est pour la mobilité douce, on est pour la protection des arbres. Ouais. On veut pas abattre des arbres. Moi, j'étais là... J'ai une autre affaire qui est juste à côté de l'hôpital. Moi, j'ai assisté en live à l'abattage je crois que c'était des cèdres aussi, pour la construction du CMU, qui est l'école de médecine à Genève, juste en face de l'hôpital. Pareil, là, il y avait des gens qui étaient menottés autour de l'arbre. Il y a la police qui a dû venir, les déloger, pour construire des écoles. C'est ouf. Putain. Mais je peux comprendre. Quand même égoïste. Non, mais je peux comprendre les gens qui veulent protéger ces arbres qui sont concrètement plus vieux que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ah, complètement. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses et qu'on a besoin de logements, on a besoin d'écoles, on a besoin de commodités. Ah ouais. Ouais, mais c'est quand même très très souvent. Alors ces personnes-là, quand même très souvent, sont les mêmes qui se plaignent de la pénurie de logement. On va dire ce qu'il en est. Donc après, moi je fais pas d'amalgame. Je pense que non, mais complètement. Mais je pense que là, il y a quand même. Enfin, les solutions sont compliquées à Genève. C'est certain que les solutions sont compliquées. Mais il faut faire la part des choses, quoi. Il faut faire la part des choses. Et encore une fois, je pense que Genève, c'est un canton qui est très compliqué en termes de par sa forme. Tu vas sur le canton de Vaud. Ouais, bien sûr. T'es quand même moins emprunté par rapport juste au terrain. Hein, c'est clair. Il y a beaucoup plus d'espace. Donc, mais ça reste challenge. Et puis, c'est ça qui est aussi intéressant d'avoir une agence comme la nôtre sur un canton comme Genève. C'est que il faut être débrouillard, il faut avoir des idées, il faut être créatif, il faut sortir du cadre des fois pour faire des affaires ou trouver des manières de faire des affaires. Et c'est ça qui est super intéressant à Genève.
C'est que c'est très dynamique, ça tourne très vite, il y a beaucoup de monde, c'est un petit bouillon là, comme ça, et moi je trouve ça assez génial. Ouais, bon, c'est vrai. Un petit mot maintenant peut-être sur les investisseurs institutionnels à Genève qui sont quand même très présents, des grosses caisses de pension, assurances, etc. Vous pensez quoi de cette flambée des prix qu'il y a eu entre 2019-2021, un peu, où au final l'immeuble se vendait avec des rentabilités proches de rien du tout, qui a quand même, à mon sens, déformé le marché, même si je pense que dans l'évaluation de ces immeubles, il y a eu quand même des grosses lacunes, quoi. Voilà, c'est mon avis. Alors, je vais te laisser répondre toi, parce qu'à cette époque-là, j'étais en pleine formation. Donc, voilà. Effectivement, ça a faussé un petit peu le marché. C'est sûr que pendant pré-Covid et pendant Covid, les gens, avec ces taux qui étaient tellement bas, ces institutionnels avaient énormément de liquidités qui leur coûtaient de l'argent. Donc forcément, ils avaient besoin de le placer dans un endroit qui était safe. Alors, je ne suis pas dans leur compte, mais j'imagine qu'ils font des placements qui sont plus risqués, peut-être dans d'autres pays. Et ils ont besoin aussi d'une part de leur portefeuille qui soit sécure. Et c'est vrai qu'acheter son immeuble à la rue du Rhône, à Genève, ou à la Paradis Place de Zurich, effectivement, ça a le mérite d'être assez sécure. Donc, nous, on avait des institutionnels qui, effectivement, ne regardaient pas vraiment le rendement, pour peu qu'ils ne perdent pas d'argent. Parce que dans tous les cas, ça leur coûtait moins cher que de garder leur argent à la banque. Maintenant, le marché il a changé. Maintenant, le marché a changé parce que ces mêmes institutionnels qui ont des liquidités, s'ils le laissent à la banque, ils génèrent quelque chose. Donc, forcément, ils regardent un peu plus, ils cherchent un peu plus de rendement. Donc là, ça a calmé un petit peu déjà la vente d'immeubles et de surface commerciale. Et puis aussi, il y a un autre aspect, c'est qu'en tout cas pour Genève, on voit que le centre-ville est gentiment en train pas de se vider, mais il y a un remaniement un peu de toutes ces surfaces commerciales. Donc je pense qu'on a un pivot aussi. Quand on voit des grosses banques privées ou juste des grosses banques de retail qui commencent à aller à l'extérieur de Genève pour avoir leur office, leurs bureaux qui sont dans des zones plus artisanales, industrielles, plus faciles d'accès aussi, avec des gares, des autoroutes ou l'aéroport. Je suis assez curieux de voir ce que va devenir en fait ce centre-ville et tous ces immeubles de bureaux. Alors il y aura toujours des bureaux, c'est sûr, mais je pense qu'on a un pivot aussi où de plus en plus de monde aussi en train de se poser la question de est-ce que je dois conserver en commercial, est-ce que je dois la passer en logement, est-ce que je dois changer d'affectation. Ça aussi, ça va être intéressant à voir dans les prochaines années parce que ce sera une manière de créer du logement. Il n'y a pas uniquement la surélévation des immeubles qui est là pour créer du logement. Il y a aussi le changement d'affectation. Après, je peux comprendre que les propriétaires d'immeubles sont un peu frileux de le faire. Ça se fait vraiment, ça le transformer des bureaux en logement? Peu encore. Tu peux. Ouais. Dans ce sens-là, c'est fortement apprécié par le département. Donc là, le propriétaire n'a pas vraiment de problème à le faire. Le truc, c'est qu'une fois que c'est du résidentiel, tu reviens pas en arrière. Ouais. Donc, tu récupères jamais de bureau après. Ah, tu penses qu'il y a quand même cette crainte de se dire, est-ce que, voilà, peut-être que... C'est clair qu'une surface de 100 mètres carrés de bureau à la rue du Rhône, tu la loueras toujours plus cher qu'un 4 pièces de 100 mètres carrés. Ouais. Donc forcément, les gens font un peu le plus et le moins. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des fois des arcades, des bureaux vides, des arcades vides, ce genre de choses. Parce qu'un propriétaire d'immeuble, il a son bilan avec tout son rendement à l'intérieur de son immeuble. Et il pense aussi à la future potentielle revente. Et il se dit, OK, le marché du commercial a fortement baissé. Je parle du locatif, là. J'avais un loyer, il y a 2 ans, qui était de 100 000 francs par année, peut-être. Aujourd'hui, il en vaut 60 000. Je préfère le laisser vide. Comme ça, j'ai mon loyer théorique qui est toujours à 100 000. Il est toujours dans mon bilan. Et puis, au moins, je peux le valoriser d'une différente manière. Donc, c'est pour ça qu'en fait, aussi, tu trouves des surfaces de bureaux qui sont vides depuis longtemps. C'est pas qu'ils n'ont pas d'offres. C'est qu'ils ne veulent pas forcément s'adapter aussi au marché. Ok, d'accord. Ouais. Il y a plusieurs axes. Ouais, parce qu'on me dit souvent ça, tous les bureaux sont vides à Genève, quoi. Moi, j'ai eu le cas. J'ai eu le cas avec mon autre société. On était intéressé par une grosse surface commerciale proche de la gare, vide depuis 1 an et demi. Okay. On a fait une offre, 20% en dessous du loyer.
Le propriétaire n'a même pas voulu négocier 1 franc. Parce qu'il partait du principe que de toute façon, sous 5 ans, il vendait l'immeuble et il préférait garder vide et d'avoir ça un loyer théorique en bas. Ah ouais. Donc bon, ça arrive aussi. C'est vite, pendant 5 ans, tu peux garder un loyer théorique, mais je veux dire, dans l'évaluation, c'est un loyer théorique vide pendant des années. Ça reste un loyer qui est revu à la baisse. D'ailleurs, on le dit tout le temps, hein, mais dans la valeur de rendement, c'est pas un état locatif sur un taux, la valeur de rendement, mais c'est un état locatif durable sur un taux durable. Ouais. Rentabilité durable. Ouais. Donc après, bon, mais comme on disait avant, hein, avec les chiffres, tu peux faire ce que tu veux. Tu parlais avant de la proportion de propriétaires et de locataires à Genève. C'est la même chose. Sur une valeur de rendement, en fait, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Donc c'est voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que nous, on essaye d'amener le maximum d'informations, de voir que ça soit au vendeur ou à l'acheteur et de comprendre en fait les pros et les cons. C'est vraiment les deux côtés. Vous faites aussi la commercialisation commerciale, artisanat, industriel? Pas du tout. C'est plutôt résidentiel. Non, on est surtout axé dans le résidentiel. Mais c'est clair que naturellement, avec les relations qu'on a et puis qu'on peaufine au fil des années avec certains clients, de temps en temps, effectivement, on se retrouve avec des arcades, des immeubles en commercial. Mais c'est pas là où on met notre force de prospection, notre réseau. Le truc, c'est qu'on a un très gros réseau de partenaires de tout type. Donc forcément, nous, on va le solliciter pour essentiellement du résidentiel. Mais ils vont aussi penser à nous quand il va y avoir un immeuble, tout d'un coup, une surface industrielle. Et du coup, ça nous arrive naturellement. On va s'en occuper, on le fait. On a la capacité de le faire, on a l'expertise aussi. Mais on ne va pas aller chercher des immeubles à vendre ou comme on irait chercher des maisons ou des appartements, pas du tout. Ok, d'accord. Comment est-ce que vous voyez l'évolution future du marché immobilier genevois là, pour les 10 prochaines années à venir? Moi, je le vois plutôt stable, on va dire. Tant que Genève reste attractif. Stable en croissance ou stable Je pense en croissance de toute façon. Tant qu'il y a tant qu'il y aura de la demande, de ce besoin de se loger quelque part, obligatoirement, de toute façon, on ne va pas pouvoir déplacer les montagnes, le lac, comme disait Grégory. Malheureusement, on est vraiment dans une typologie où on est très restreint en termes de surface. On essaie justement d'agrandir les zones de développement, développer les zones, optimiser un maximum, mais malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que certaines contraintes, un abattage d'arbres, ou X ou Y raison. Donc oui, dans mon sens personnel, bien sûr, les prix vont augmenter. Je me dis d'ailleurs, les maisons individuelles à Genève, ça doit prendre une valeur sur les 10 prochaines années ou 20 prochaines années, ça va prendre forcément beaucoup de valeur, sachant que aujourd'hui, il y en a franchement des nouvelles maisons individuelles en construction. Il y en a peu. Il y en a très peu. Il y en a peu. Et de toute façon, le plus intéressant, c'est toujours le foncier, c'est toujours le terrain. Tu peux acheter la plus belle maison du canton. Dans 30 ans, elle sera vieille. Ton terrain, par contre, sera toujours là. Donc, ce qui vaut réellement, c'est ton terrain. Ça, c'est clair. Après, Genève a une croissance démographique, comme on l'a dit avant, a une croissance dans tous les sens. Donc, on va avoir besoin de logement. Est-ce qu'on va passer vraiment par une crise du logement? Alors, tout le monde est en train de crier au loup pour ça. On verra. Donc ça, moi, je suis assez... Elle est déjà un peu là, a priori. Elle est déjà un peu là, mais ça va. Pour l'instant, on la gère. Non, elle est là, mais moi, quand je parle de crise du logement, je parle d'une réelle crise du logement où vraiment, on n'arrive plus en fait, à accueillir carrément du monde. Donc, je pense qu'il va y avoir des gros challenges comme ceux-là dans les 10 prochaines années. Il y a des zones qui, aujourd'hui, probablement sont en dehors du centre-ville, qui vont forcément être inclus dans le centre-ville. La ville, forcément, elle grandit. Hein. On le voit dans des zones, tu parlais de Chêne-Bougerie avant. Si tu prends un axe qui est la route de Malagnou, qui est une des routes les plus fréquentées de Genève, c'est une route où les immeubles sont en train de monter gentiment tout le long. La Confédération a participé à l'établissement du tram de l'autre côté de la ville, que ce soit de Lancy à Bernay,
qui est aussi un gros axe sur la route de Chancy. Quand ils font ça, toutes ces zones villas autour deviennent des zones de développement. Donc là aussi, on est on est parti sur 10 à 20 ans de construction là-bas. Ouais. Donc, il va y avoir des gros changements. La ville va fortement se modifier. Je me faisais la réflexion l'autre jour, j'étais à Pont-Rouge, dans la gare. Et moi j'ai grandi pas loin et du coup, j'y étais pas mal là-bas. Et c'est vrai que c'est fou de se dire, rien qu'en quelques années, même si ça a pris très longtemps, je sais très bien qu'à Genève, tout prend du temps, enfin en Suisse même. Mais c'est déjà fou de se dire que, OK, on a l'impression en fait d'être dans des quartiers de Zurich maintenant où les choses bougent beaucoup. Et qu'on n'a pas l'impression d'être en dehors de la ville, alors que quand on allait dans ces zones-là, on était vraiment en dehors. Donc, je me dis que sur les 10 prochaines années, on va suivre gentiment ce processus. Ouais. Et au rythme genevois, tranquille. On y va gentiment. Rythme suisse, ouais. Ouais, exactement. Je pense que ça sera vraiment un luxe d'avoir une maison individuelle. Plus on avancera dans le temps, plus ça sera vraiment considéré comme un luxe d'avoir une maison individuelle. Ouais. C'est clair. Ça l'est déjà, à 3 millions. Oui, à 3 millions, c'est sûr. Ça l'est déjà un petit peu. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est du luxe de me payer une maison à 3 millions. Non, mais si on retire le prix, on va être confronté à avoir de plus en plus d'immeubles, on va dire. Ah, effectivement. C'est quoi les objectifs pour Gary sur les 5 prochaines années là? Conquérir le monde. Sur les 5 premières années, on va... D'abord, là, ce qu'on veut, c'est réellement s'établir proprement à Genève. Avoir un réseau solide, que ce soit de clients, de partenaires, poser les premiers jalons. Donc là, on est très bien parti. Déjà, dans les premières semaines d'activité, on voit qu'il y a déjà des transactions qui sont déjà signées. On voit beaucoup de gens qui nous font confiance, qui viennent vers nous uniquement déjà au vu de l'image de Gary. Donc pas uniquement pour nous. Donc ça, c'est vachement réjouissant. Le but, c'est de créer un modèle qu'on puisse répliquer. On s'appelle Gary aussi pour... qu'on ne voulait pas s'appeler juste régie de quelque chose ou l'agence de quelque chose. On voulait créer une marque. Alors, créer une marque, c'est plus compliqué parce qu'on part de tout en bas. Si je te dis on est Gary, tu peux me dire ouais, on vend des aspirateurs ou des cuisines ou je ne sais pas. Donc, on ne sait pas naturellement qu'on est dans la transaction immobilière. Ouais. Mais une fois, par contre, que le nom est connu, que le marketing est fait et que c'est dans la tête des gens, normalement, c'est un nom qui devrait rester. Je ne pense pas que quand ils ont sorti Apple, Macintosh, ils se sont dit OK, on va dire Apple et tout, on va penser aux ordinateurs. Ils ont dû faire un gros travail derrière. Je ne suis pas en train du tout de dire qu'on est Apple. On n'a pas l'ambition de le devenir. Mais c'est dans les grandes lignes un peu le même concept. C'est vraiment, on doit faire grandir une marque, on doit la faire connaître. Ça passe par le biais d'une communication qui est solide, par du contenu qui est solide, qui est régulier. On a un track record aussi de tout ce qu'on fait. Donc, on ne fait pas sortir des publications ou des annonces ou des photos qui ne sont pas validées, qui ne sont pas belles, qui ne sont pas professionnelles. Et le but, en fait, c'est déjà de Genève, ensuite de s'étendre idéalement sur la Suisse francophone. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de volonté d'aller en Suisse allemande. Pour moi, c'est un autre pays encore. Et après, on est, comme que je le disais au début, on est très team player. En fait, on est une équipe, on travaille tous ensemble et on est très à l'opportunité. Donc, c'est-à-dire, si demain on rencontre un partenaire potentiel qui pourrait faire du sens dans une ville où on n'avait pas du tout envisagé d'y aller, si on arrive à matcher en fait, nos intérêts, pourquoi pas? On parlait de Fribourg il y a encore 2 jours avec Fred et notre autre associé. Pourquoi pas? J'ai jamais envisagé d'aller à Fribourg, mais pourquoi pas? Donc, on est plus à l'écoute en fait, des opportunités. On ne se met aucune barrière. Le but, c'est d'étendre, c'est d'avoir un réseau ensuite d'agences qui soit solide, avec un contrôle qualité qui soit aussi solide derrière. C'est ça le challenge quand tu grandis. C'est super d'ouvrir des arcades dans le monde entier. On pourrait demain aller voir un investisseur, lui demander quelques millions et se dire OK, on va rayonner dans toute la Suisse romande et ouvrir des agences partout. Mais il ne faut pas oublier que notre métier, il est d'une manière digitale, énormément, mais la moitié, il est 100% humain. Enfin, il est humain. Donc, si tu n'as pas les bonnes personnes, ça ne sert à rien. Tu peux avoir la meilleure image du monde, tu peux avoir la plus belle arcade. On peut être à la Parade des Places de Zurich, ça ne servira absolument à rien. Donc c'est pour ça, on veut le faire de manière organique.
Et on veut. Mais le but, c'est qu'aujourd'hui, Gary, nous, on veut vraiment en faire un business. Et on n'est pas là pour faire du one shot ou passer, comme je disais avant, une fusée dans le ciel. On est là pour montrer quelque chose de solide. On va tous dans le même sens. On tire tous à la même corde. Et de voir jusqu'où on peut aller. C'est ça qui est un peu le challenge, c'est ça qui est cool en fait. C'est ça qui nous fait lever le matin. Magnifique. Pour terminer, s'il faut faire une liste des 5 meilleures communes à Genève où il faut acheter, absolument, pour une projection sur projection de rien du tout en fait. C'est top 5 des meilleures communes à Genève où il faut acheter. Je pense que tout dépend de tes besoins surtout aussi. Non. Top 5 des meilleures communes. Là, tu dois sortir un top 5. Top 5 des meilleures communes à Genève où il faut acheter. Peu importe. T'en fous. On veut bien investir. Si tu veux bien investir, alors moi j'irais dans un premier temps sur tout ce qui est zone périphérique de Genève, mais qui sont déjà ou qui vont être probablement liés par les transports en commun rapides. Ce que je dis rapide, c'est par exemple le tram. Ouais. Là, ils sont en train de mettre le tram. Il va déjà jusqu'au Bachet, donc ça c'est vers le stade de la Praille. Ouais. Mais là maintenant, il est en train de continuer jusqu'à Perly, voire même jusqu'en France. Tous ces axes-là, pour moi, c'est un endroit qui est ultra intéressant. Okay. Parce que c'est pas forcément les endroits les plus cotés. Perly, par exemple. Là, on parle juste d'investissement. On parle pas forcément de choses charmantes comme ça. Ouais, bien sûr. Tout cet axe du tram est quelque chose qui serait très intéressant. Il me semble qu'ils sont en train d'allonger le tram aussi du côté de Bernay. Oui, exactement. Ils continuent. Puis leur but, c'est d'arriver à Chancy. Et là, on est en pleine campagne. C'est de la race campagne. Hein. C'est que du... C'était pour moi, quand j'étais petit, et je pense pour Fred, c'est la même chose, ces communes-là, c'était le bout du monde. Ouais. C'était vraiment... Il n'y avait rien du tout, il y a encore 10 ans. Si tu allais à Vuit, c'est je vais au bout du monde. Ce week-end, tu pars en voyage, tu prends la voiture, tu mets les valises. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le tram s'arrête à Bernay. Des communes comme Avuy, Avusy, même... Bon, la Plaine, aujourd'hui, il y a le train qui passe, donc ça, c'est mieux. Mais toutes ces communes qui sont dans cet axe-là sont très intéressantes, je pense, à terme, parce que c'est des zones qui sont aujourd'hui moins cotées, mais qui vont avoir un accès direct à la ville. Et forcément, c'est des zones qui vont augmenter. Donc ça, on est sur du pur investissement. Après, si tu veux rêver et si tu veux te faire plaisir, c'est différent. Moi, en étant un pur produit de la rive gauche, forcément, je resterais plutôt du côté de la rive gauche. Mais... j'ai toujours entendu que la rive gauche, c'est là où il fallait aller à Genève. Ouais, c'est clair. Non, mais attends, bien sûr. Non, mais il y a toujours... Tu sais, c'est comme Genevois et Lausannois. Il y a toujours cette petite guéguerre entre Genève et Lausanne. Il y a aussi une guéguerre interne de rive gauche, rive droite. C'est clair. Mais c'est plus cher sur la rive gauche, non ? Ça dépend où tu es. En fait, ça dépend. Si tu veux, historiquement, la rive droite, c'était la vraie zone de luxe de Genève. Ouais. Je te parle de ça il y a 100 ans. Hein. Okay. Même plus. Les vraies maisons de maîtres étaient sur des pieds dans l'eau, à Chambézy, à l'extérieur de Genève, Bellevue, Gentot, tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup des vieilles maisons sont de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que sur la rive gauche, il y avait les marais. Et les marais, dans les années 1900, 1920, ça apportait les maladies. Et du coup, il y avait moins de maisons cossues. Il y en a quelques-unes. Hein. Il y a quand même l'ancienne maison de la reine d'Italie, ce genre de choses, sur Meignier, par exemple. Mais du coup, les grosses fortunes, il y allait moins. Et dans les années 30-40, il y a la construction de l'aéroport qui est arrivée, avec les nuisances qu'on connaît. Donc, les grosses fortunes se sont posées la question, ils ont commencé à assécher les marais. Et c'est là, en fait, où la rive gauche a commencé à devenir la vraie zone. Donc, ça, c'est pour l'historique. Hein. C'est très bien d'avoir l'histoire. Mais aujourd'hui, si tu veux, c'est effectivement, quand tu as une grosse fortune qui veut venir s'installer, très souvent, 8 fois sur 10, on veut se mettre sur la rive gauche. Parce que rive droite, ce qui est compliqué, c'est que tu as souvent quand même la nuisance des avions. Donc ça, c'est compliqué. À part si vraiment t'as vraiment beaucoup de moyens, et là, tu peux te mettre en pied dans l'eau. Et même encore là, suivant lesquels, tu peux encore avoir des nuisances. Autrement, la grosse fortune qui veut se mettre sur la rive droite, souvent, va plutôt aller sur le canton de Vaud. Okay. Elle va commencer à aller sur Terre Sainte, et même un peu plus loin, même après Nyon, en fait. Ok, d'accord. Donc, alors, rive gauche, top 5 communes. Rive gauche. Alors bon, moi, sur mon passeport, c'est marqué Colonie, donc je suis obligé de dire Colonie. Big up à Colonie, si jamais. Ça, c'est connu. C'est connu, Colonie. Rive gauche, ça peut être Lancy aussi, qui s'est bien développé dernièrement. Oui, ça peut. Mais c'est déjà inclus dans la ville, tu veux. Égal. Alors ça, parce qu'on a parlé investissement long terme, investissement plus court terme.
À court terme. En se disant, ouais, maintenant, c'est quoi la meilleure commune maintenant? C'est quoi les 5 meilleures communes maintenant? J'aimerais bien le savoir. En fait, il y a tout qui est bien à Genève, quoi. Tout qui est bien. C'est ce que je tellement me tue à bien dire que à tous les Valaisans, à tous les Vaudois. Venez à Genève, c'est génial, vous verrez. Il n'y a pas de commune. En fait, le marché, il est tellement tendu qu'en fait, c'est plutôt, il y a des bons deals de temps en temps. Il faut les chercher et ça fait en fonction. Tu peux avoir un très bon deal à Colonie, comme tu peux avoir un très bon deal à Lancy, comme tu peux en avoir un très bon à Bernay. Okay. C'est plus des opportunités à gauche et à droite en fonction, et puis à toi de les voir aussi. C'est pas que ça serait trop facile, tout le monde le ferait en fait autrement. Si tu te réveillais un matin, tu ouvrais une plateforme immobilière et tu voyais ça, c'est le deal du jour. Ah ouais, c'est génial, je veux l'acheter. Bah non, c'est le deal du jour, il est là, faut que tu grattes. C'est peut-être, il y a un terrain pollué que tu dois dépolluer. Et puis, tu dois t'arranger avec 45 servitudes. Mais si tu es assez smart pour faire lever quelques servitudes, tu peux faire quand même ce que tu veux. C'est ça, en fait, le bon deal. Ouais. C'est de voir l'opportunité où les autres ne le voient pas. Exact. Bon, magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edouard. C'était un plaisir. Merci à vous pour le partage. C'est excellent. En tout cas, je vous souhaite le meilleur avec Gary, même si je vois que à travers votre expertise, en tout cas, Genève, vous connaissez très bien. Et donc, félicitations pour le lancement de cette activité. Et puis j'ai hâte de voir le développement. Yes. Merci, Edouard. À plus bientôt.